patrimoine. Nous avons été, juste avant les deux Covid d'ailleurs, 3 ou 4 personnes à se poser la question de, on n'y voit pas très clair, c'est quoi une charte, une marque, un label, une qualification sur le patrimoine. Donc on a commencé à travailler ensemble, c'était essentiellement à l'époque d'ailleurs le groupe Passerelle, la CAPEB Pays de la Loire, les artisans, et puis Petite Cité de Caractère. Donc on a travaillé sur le sujet, et est arrivé également, ça c'était comme quoi c'était dans l'air du temps, des rencontres régionales sur le patrimoine en novembre 2022, je crois, sur le thème aussi des chartes et des marques. Et d'ailleurs, il y aura une petite diapo qui fait écho à cette manifestation. Donc on voit bien que c'était dans l'air du temps de se dire, mais attendez, il y a des choses qui sont liées au territoire, il y a des choses qui sont liées à la qualification des personnes, comment on gère une charte, la charte de qualification des professionnels, est-ce qu'on fait des probations, des radiations, etc. Donc voilà, à partir de cela, on a réfléchi, travaillé, phosphoré. Le Covid nous a fait travailler beaucoup à distance et nous avons été amenés à faire une première connexion vraiment en visioconférence le 2 décembre sur ce sujet-là. L'idée aussi, c'est à chaque fois quand on peut, c'est de faire quelque chose lié au territoire ou quelque chose lié aux professionnels. Donc, je pense qu'une prochaine fois, si on en fait une autre, on a aussi les architectes du patrimoine, les entreprises des monuments historiques. Et la toute première, alors je pense qu'il y a une diapo sur le sujet, je ne sais plus. Oui, c'était peut-être à la fin que j'en parle. Donc, j'en reparle après en transition par rapport aux intervenants d'aujourd'hui. Donc, le patrimoine, vous l'avez compris, ce n'est pas que le patrimoine classé inscrit, ce ne sont pas que les SPR et autres villes d'art et d'histoire, c'est aussi tout le petit patrimoine de proximité qui peut préoccuper. Donc, comment distinguer ce qu'on appellerait un label? Donc, on a essayé de clarifier un peu les choses. Un label pour nous peut être attribué à une personne, un produit ou un territoire. Vous avez dû entendre parler du label de la Fondation du patrimoine, vous avez entendu du VIP Pays d'art et d'histoire, on en a parlé ce matin. Donc, vous voyez qu'il y a des choses liées plutôt à des collectivités qui prennent en charge un territoire. Une marque est attribuée plutôt à un produit, un dispositif, des professionnels. C'est attribué soit par un organisme public, soit par des gens qui se portent volontaires. On pourrait prendre, on va en parler aujourd'hui, les petites cités de caractère. Le certificat d'identification professionnelle patrimoine, c'est la mise en place des artisans du patrimoine qui donnent des références dûment vérifiées, attestées avec des architectes et qui ont de l'expérience professionnelle. Voilà. Une charte, elle, c'est un système d'engagement avec des critères de qualité. Qui dit engagement à critères de qualité, ça veut dire aussi que si on déroge aux critères de qualité, on va pouvoir revenir sur le sujet. Donc nous citons la charte des maîtres verriers, qui consiste notamment à faire des diagnostics sur des monuments accompagnés avec un architecte et s'engager avec une mission spécifique qui ne les oblige pas ensuite à être dans les appels d'offres ou attributeurs des appels d'offres, mais par contre, on mobilise des moyens pour faire un diagnostic un peu plus qu'à la jumelle. Puisque le problème des vitraux qui sont très hauts et très grands, il faut pouvoir avoir une nacelle par exemple. Une qualification est souvent attribuée aux professionnels. On avait rajouté des qualifications parce qu'en fait, là aussi, c'est quoi être qualifié? Donc je mets l'exemple du Calibat Monument Historique, qui est attribué, vous êtes professionnel tailleur de pierre, professionnel maçon, professionnel charpentier, et vous avez en plus une spécificité monument historique. Il existe un degré, quand j'ai parlé du patrimoine de proximité, qui est aussi Calibat, patrimoine régional. Donc on reconnaît des entreprises avec des professionnels réputés compétents, la possibilité d'être repérés par les impétrants. Alors c'est important parce que Demeure historique et Vieille Maison Française, il y a 1 an et demi maintenant, est venu vers nous, m'a dit mais ils sont où les architectes du patrimoine? Ils sont où les artisans du patrimoine? Ils sont où les monuments historiques? En fait, les gens ne savent pas trop non plus comment avoir accès. Donc ça fait partie de la mission qu'on s'est donnée avec le pôle patrimoine. Et ensuite, il y a les prescriptions règles professionnelles. Donc là, on rentre dans le domaine que les architectes connaissent bien. C'est qu'il y a forcément un certain nombre de choses qui sont du domaine normatif. Et puis il y a des choses qui sont du domaine prescriptif ou conseillé. On a un exemple assez intéressant en Maine-et-Loire, puisqu'avec l'architecte des bâtiments de France et l'Union départementale et la Fédération des artisans, il a été mis en place un guide de mise en œuvre des fenêtres. L'idée, bien entendu, c'est de lutter contre le PVC et de savoir restaurer les fenêtres en bois, tout en y mettant le confort que réclame maintenant le bâti ancien à notre époque, soit thermique été ou thermique hiver.
Les règles. Alors les règles, c'est des choses qui s'imposent à des professionnels et sur lesquelles on ne peut pas déroger. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur du bâti ancien avec des techniques innovantes ou des techniques traditionnelles, des produits compatibles, voire géo ou biosourcés. Pour autant, tout ce qui va toucher la sécurité, toutes les règles au travail, ça, on ne peut pas y déroger. Y compris quand on intervient sur un bâti ancien, on va avoir des circuits liés à l'évacuation du public au niveau des incendies. Donc il faut être très souple avec un architecte en chef, un ABF, pour savoir où on va mettre les issues. Les signalisations qui ne doivent pas perturber la lecture du bâti ancien. Voilà. Et les prix et les trophées, c'était aussi nos amis de Passerelle qui nous ont dit que ce serait bien d'en parler, parce qu'on a entendu parler du prix Bettencourt. Il y a le ruban du patrimoine, mais il y a aussi le prix Vieille Maison Française du patrimoine. Et bientôt, il y aura encore peut-être un autre label qui va arriver, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Donc voilà. La guilde. Alors la guilde, ça renvoie forcément un petit peu à la notion du Moyen-Âge, mais il faut aussi savoir qu'il y a des industriels qui se sont saisis de la notion de guilde pour faire en fait un groupe de gens qui vont coopérer pour faire connaître un produit, une mise en œuvre, un savoir-faire lié à ce produit. Il existe par exemple le guilde de la chaux, il y a un industriel derrière qui essaye d'expliquer comment on met en œuvre efficacement la chaux aérienne ou la chaux hydraulique. Et les titres, il n'y a pas de souci. Les titres, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, titres et qualifications, ça peut être assimilé. Donc j'ai parlé des architectes du patrimoine, les maîtres d'art, les meilleurs ouvriers de France, et j'en passe. Voilà. Donc, je faisais écho tout à l'heure d'une manifestation qui avait eu lieu à Nantes sur le thème aux rencontres du patrimoine. Et nous avions des intervenants, en l'occurrence c'était Philippe Tanchou, qui à la suite d'une étude qu'ils ont fait avec un certain Briet, dont l'image de la couverture des éditions du Pur sont à l'écran. En fait, ils ont fait une classification, alors j'ai forcément, c'est un bouquin de plus de 400 pages, donc j'ai juste fait deux écrans. C'est simplement pour vous montrer qu'en fait l'origine des labels peut être soit du domaine privé, soit privé relayé par la puissance publique, soit du domaine public directement. Donc vous les avez à l'écran, je ne vais pas tous les reprendre. Et puis il y avait une autre classification qui essayait de distinguer le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Tout ce que vous avez à l'écran font partie de labels, et il y en a d'autres, hein, et des choses qui seront, j'en parlais rapidement tout à l'heure, de l'UNESCO. Écran suivant. Et puis voilà, les labels touristiques français, j'ai mis simplement les flèches sur ce qui touche plus le patrimoine, on va dire, bâti. Mais vous imaginez bien qu'il y a des labels liés au tourisme, il y avait l'architectural des villes, donc on a encore eu un exposé ce matin, donc voilà. Les sites remarquables comme les parcs naturels régionaux, les structures culturelles de type muséal, parce que là aussi il y a tout un enrichissement qui a été fait sur le sujet, des édifices d'architecture mineurs qui n'étaient pas protégés mais qui font l'objet d'un label et de soutien, notamment défiscalisés, de l'intérêt de la Fondation du patrimoine. Il y a des types de biens qui ont une valeur de formation patrimoniale, y compris au niveau paysager, donc les jardins remarquables par exemple. Donc là, dans cette classification, là, il y a des labels, des marques qui sont portés par des privés ou du public. Hein, les jardins remarquables, c'est un dispositif encadré par l'État. Et le label sur les zones géographiques précises, bon voilà, j'ai remis l'exemple breton des ports d'intérêt patrimoniaux, donc voilà. Diapo suivante. Donc là, c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a une multitude de labels et de marques, de chartes, et puis souvent, une petite cité de caractère, vous voyez, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le petit fascicule pour comment fabriquer des fenêtres en respectant le bâti ancien, les professionnels qui se prennent en main avec des systèmes de qualification et de reconnaissance comme les chaumiers par exemple, et j'aurais pu continuer parce qu'il y en a sur la terre crue, il y en a sur la pierre sèche, hein, il y a un guide aussi sur les bonnes pratiques. Donc voilà, en synthèse, voilà un petit peu ce qu'on s'était dit. Qu'est-ce qui relève plutôt du label, qu'est-ce qui relève des chartes, qu'est-ce qui relève des marques. Voilà. Quand on a mis territoire élu, c'était la notion de collectivité. Hein. Et puis bien sûr, on ne peut pas les oublier, tout ce qui est au niveau international ou européen existe aussi en la matière. Il existe même des labels liés au circuit européen culturel. Voilà, j'ai oublié le mot. Itinéraire culturel européen. Voilà, itinéraire culturel. Merci, excuse-moi. Donc ce groupe a essayé maintenant un petit peu de faire connaître cette initiative et puis aussi de faire peut-être venir des gens
autour de nous pour nous dire comment ils vivent la gestion d'une marque, d'une charte. Et là, c'est un papier qu'on a fait dans la lettre de notre naissance en janvier. Voilà. Et là c'était juste une petite diapo de transition. Je pense que ici, on a eu déjà 2 ou 3 colloques sur le sujet, sur le problème de l'urbain, la zéro artificialisation nette, les enjeux sur le centre ancien, les îlots de chaleur, comment on pourrait accompagner un peu mieux les élus, notamment en milieu rural, s'ils ont un site cultuel à gérer, parce que quelquefois les églises ça coûte très cher à entretenir et à restaurer. Et donc j'ai mis un petit peu des alertes qu'on a eues, parce qu'on a eu notamment l'Université Longuet qui a fait 2 jours ici sur le côté zéro artificialisation. On a eu le Congrès national des sites et cités remarquables de France, donc, qui a eu lieu ici pendant 2 jours. Et je crois qu'en fait, on interpelle un petit peu notamment les sénateurs en disant mais essayez de nous aider à faire reconnaître le rôle des architectes des bâtiments de France et des architectes français. Et je pense qu'on va manquer d'architectes du patrimoine très bientôt, parce que tous les territoires voudraient valoriser le patrimoine, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Voilà. Donc d'où la transition ensuite avec les nouveaux intervenus. J'avais juste fait 2 diapos à la demande de Cécile. C'était de rappeler qu'on a fait une connexion en décembre, connexion pendant laquelle sont intervenus le label de la Fondation du patrimoine, les artisans du patrimoine à travers le certificat d'identification, et on a eu le témoignage d'un artisan. Donc le label, je vous incite beaucoup à aller voir le portail de la Fondation du patrimoine, parce qu'il y a des mises à jour très régulières sur l'actualité du patrimoine et sur les aides de la Fondation du patrimoine. Ensuite, le CIP est un dispositif où on repère des artisans réputés compétents. Et enfin, un témoignage d'artisans qu'on a eu sur, je crois qu'il y a reçu une diapo avec, voilà, avant-après. Ça veut dire que localement, on peut avoir un artisan qui est compétent, il faut savoir le repérer sur le territoire. Merci.